Mais ne la vois-tu pas remuer les lèvres? Elle sourit. Ah, quel terrible sourire. Et voilà qu'un frisson l'anime maintenant. Elle va te parler. Maintenant. Maintenant, oui. Pas maintenant. 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 Ne me force pas à te faire confesser. Ne me force pas à te faire. Ne me force pas à te faire confesser les choses de force. J'ai besoin que tu avoues ton crime, que tu acceptes ta part de complicité. Cela me tranquillise et me soulage. Mais ce n'est pas moi qui ai tué Camille. Elle fait exprès de ne plus se souvenir, de ne plus. Ou alors tu dis de plus, de ne plus se souvenir, comme ça t'as pas le problème. Ou de ne plus se souvenir. De ne plus, de ne plus. De ne plus. Elle ne se souvient plus, elle fait exprès de ne plus se souvenir. Moi je ferais ça comme ça. Ouais. Quelle est encore cette infernale invention d'avoir des remords maintenant? Infernale invention d'avoir des remords, pas remords, remords. Quelle est encore... Dès que tu parles en mettant un petit peu, en ayant les lèvres molles, je ne sais pas comment t'expliquer, mais la langue, elle perd sa force. Alors évidemment, c'est plus facile de le sentir quand on dit des choses comme « Va-t'en, femme! Tais-toi » là, tu vois. Mais même quand tu parles, quand c'est pas fort, il faut toujours que tu aies la sensation que dans ta bouche, ça se passe là. Tes lèvres, elles sont musclées. Elles sont jamais molles, les lèvres. Jamais. Elles doivent jamais être molles. Ta voix, elle se place ici. Et puis ça sort dans ton palais, mais il n'y a rien qui est coincé ici, rien. Et quand tu dis-moi, est-ce que je n'ai pas la bouche de Camille, il faut que tu aies l'impression qu'il y a tout qui est détendu. Tu ne dois rien sentir là, toi. Rien, aucune contraction, rien. Puis peu à peu, après tu montes le son, puis après tu remontes le son, puis après tu remontes le son, puis tu continues à monter ton son, et ta gorge, elle est complètement ouverte, et il n'y a aucune tension comme ça. Parce que dès que tu tends, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose de faux dans le son aussi, ça devient gênant. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? À l'intérieur de ta gorge, il faut vraiment avoir la sensation qu'il y a tout qui est ouvert, il n'y a rien qui coince. Ah! Mais... Ah! Ah! Comment là, ça fait pas trop, ça va? C'est un maximum ça. Un maximum. Ouais. D'accord, on descend un peu. Là, c'est juste pour le... C'est une bonne idée. C'est la base. Là, juste à côté, dans une petite. Belle, on est deux gros. Gardez celle-ci comme première et puis À partir de là, foncez la deuxième. c'est possible. Clarifier. Clarifier. Alors le Théâtre des Os est né en fait en 79 et il y a eu deux périodes. La première période, on n'était que Gisèle Salin et moi-même. On est cofondatrices du Théâtre des Os. Et puis on est parti sur les routes. Mon père nous avait payé une camionnette Citroën, ces vieux tubes Citroën, parce que papa, sachant que je ne me marierais pas, m'a dit un jour, écoute, j'ai payé les mariages à tes frères et sœurs, donc toi, tu vas pas te marier, de quoi as-tu besoin? Je voudrais te donner l'équivalent. Et puis j'ai dit, on a besoin d'un tube Citroën pour partir sur les routes, faire des tournées avec le Théâtre des Os, alors il m'a payé ça. Il n'a pas pu mettre tout, c'était un peu cher, alors la maman de Gisèle a donné le reste, donc forte de ce magnifique cadeau, on est parti sur les routes. Et on a sillonné la Suisse romande, la France, on est allé au Québec déjà avec des spectacles du Théâtre des Os pendant 4 ans. Ça, c'était la première période. Et puis au bout de ces 4 ans, on était complètement raide avec Gisèle, on était vraiment... Parce qu'on ne gagnait pas notre vie avec le Théâtre des Os, donc il fallait qu'on travaille à côté. On n'a pas fait de dette, ce qui était extraordinaire, mais on n'a pas gagné d'argent, donc on devait travailler à côté. Moi j'étais à la radio, Gisèle enseignait, elle faisait je sais plus très bien quoi.
à côté, je me souviens plus. Et puis on s'est retrouvés au bout de 4 ans, mais complètement rédibus. Voir en fait comment ces personnages fonctionnent individuellement, comment le couple fonctionne, ce couple-là, ce couple d'amis. Alors, ma vieille amie. Je suis un peu brutal. Que me conseillez-vous? Si nous pouvions la sauver. Il faut marier Thérèse. La marier? Oh, vous êtes cruel. J'avais l'impression de perdre mon Camille une seconde fois. Dame, je ne fais pas du sentiment, moi. Je suis un médecin, si vous voulez. Non, non, c'est impossible. Vous voyez ces larmes? On s'est arrêté 4 ans en fait, et s'est reposé la question du théâtre des os. On s'est dit, si on reprend le théâtre des os, on n'arrête pas. On va jusqu'à ce que nous obtenions quelque chose, soit un échec total, soit la réussite, mais on va jusqu'au bout, on ne s'arrête plus pour cause d'argent, pour cause de fatigue, pour cause de je sais pas quoi, on y va. Et puis on s'est dit, bon, ça c'est une des conditions. La deuxième condition, c'est de trouver un lieu où aller. Genève et Lausanne, c'était saturé de théâtre, donc on n'avait pas trop envie de travailler à Genève et Lausanne. Gisèle étant fribourgeoise et connaissant bien la situation de son canton, elle dit à Fribourg, il n'y a rien du tout. Donc on a atterri ici, dans le canton de Fribourg. Et puis au départ, on était dans notre maison à Talence, où on habite encore. Il y avait nos bureaux, etc. On avait toujours la camionnette de papa et de la maman de Gisèle, et puis on faisait toujours des tournées comme ça. Et puis, peu à peu, il s'est structuré une espèce de mini-administration qui tenait dans notre maison. Et puis un jour, Gisèle a eu la chance extraordinaire de rencontrer Bernard Vichet, qui était propriétaire des lieux où nous sommes actuellement, à Givisiez. Et ils sont devenus vraiment des amis extraordinaires. Et Gisèle lui a parlé de notre souhait de théâtre, et d'essayer de trouver un lieu où nous installer. On était encore itinérantes. Et Bernard, qui était un architecte, qui a construit les lieux où nous sommes actuellement, avait dans son idée de faire que tout l'alentour de Givisiez devienne un village. Et quand il a parlé avec Gisèle, il a dit, eh bien, on va mettre un théâtre au milieu de ce village. Donc, ok, je vous passe, dans mon projet d'architecture, vous serez les responsables de ce théâtre. Et puis, ce projet n'a pas du tout été concrétisé. Et on s'est retrouvés de nouveau avec un espoir fou et puis une retombée et tout. Et Bernard ne nous a pas abandonnés, il nous a dit, écoutez, moi j'ai des bureaux, je vous passe pour votre administration. Et puis en dessous, j'ai une cave qui devait servir comme chauffage pour tout le village. Et comme le village ne va pas se faire, c'est une grande cave, c'est assez grand. Si vous voulez, prenez-la. Et puis je vous la passe, sans frais, sans rien. Et vous en faites ce que vous voulez. Et on s'est retrouvés, alors on n'allait pas refuser un local, mais c'était vraiment un local incroyable parce que ça faisait 4 mètres de haut. Il y avait 4 gros poteaux de béton au milieu. C'était une cave, quoi. Mais on s'est dit, il faut le prendre. Et l'aventure, si vous voulez, du Théâtre des Oches à Givisiez a commencé là, en 86. Qu'as-tu encore, mon enfant? De la soirée, tu n'as pas dit un mot. Je t'en supplie, sois un peu moins triste. Fais cela pour ces messieurs. On a commencé à faire du théâtre dans cette cave.
Alors, on devait complètement jouer avec la mise en scène à cause de ces 4 poteaux. On devait mettre les gens un peu pour qu'ils voient quelque chose parce que ça bouchait complètement la vue. C'était tellement bas qu'on a mis des bancs en bois. Les gens se tapaient la tête quand ils oubliaient, quand ils étaient... Enfin, c'était incroyable. Mais ça a tenu 3 ans avec un succès grandissant et c'était bourré tout le temps. Parce que c'est une sacrée tension que tu me fais là. Mais elle descend. Tout à coup, elle toujours- écoute, mais tu sais, c'est comme quand tu es tenté, ça nous arrive tout le temps dans la vie, mais non, je ne vais pas le faire. Alors il y a comme une espèce de recrudescence, de fermeture, parce que je peux pas accepter. Mais on dirait... Même si tu as la tentation à l'intérieur, tu ouais. vois, c'est... Non, je peux pas. Oui, je peux. Oui, d'accord. Mais si c'est tout de suite, il donne son argument, puis c'est tout de suite, oui, j'y vais. Non. Et puis restait le nerf de la guerre, c'est les subventions qui n'augmentaient pas. On était à 300 000 francs depuis 6 ans. Et moi, quand j'ai pris la direction du théâtre, j'ai tout de suite dit à mon ministre de la Culture qu'à moins d'1 million, on n'arriverait pas à s'en sortir, quoi. Parce qu'on végétait. On n'arrivait à faire qu'un spectacle par année. On avait 300 000 balles, je veux dire, il fallait pas rêver. Avec déjà les 300 000 francs qu'on faisait, on faisait des miracles et tout. Alors bon, c'est toujours la même question, mais puisque vous arrivez à faire avec si bien, avec si peu, pourquoi est-ce que vous demandez plus? Et puis j'ai pas réussi à convaincre mon ministre. Donc on a continué jusqu'à l'an 2000, où on a décidé, j'étais encore directrice, et on a dit, cette fois c'est fini, on ne peut pas continuer. Si en 2001, on n'a pas une augmentation substantielle, on voulait ce million, on va devoir arrêter parce que là, ce qui devient dramatique, c'est qu'on est en train d'hypothéquer les bâtiments pour faire du théâtre. Et ça, on ne voulait pas rentrer parce qu'on entrait dans des dettes, puis après, c'était terminé, quoi. Ce qui a été extraordinaire, c'est que le public s'est vraiment mobilisé. On a reçu des milliers de signatures qu'on envoyait systématiquement au Conseil d'État, enfin à tous les responsables. Ils en avaient ras-le-bol, ras la patate. On a entendu dire qu'il y avait des gens qui en avaient vraiment marre. Mais ça a été un signe pour eux, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, dans le canton de Fribourg, il y avait des gens qui avaient envie, et puis ça venait aussi d'autres cantons. Bref, il y a eu vraiment un très gros mouvement populaire. Et grâce au soutien, si vous voulez, du public, on a réussi à convaincre les autorités politiques. Et surtout, ce qui a énormément changé, c'est qu'il y a eu des votations dans le canton de Fribourg. Madame Chassot, Isabelle Chassot, a été nommée ministre de la Culture. Et alors le discours a changé. C'est-à-dire que tout à coup, nous avions vraiment quelqu'un qui souhaitait un partenariat, qui souhaitait que nous rencontrions, qui est un projet à long terme dans le canton pour le théâtre et pour la culture en général, mais nous, on s'occupe déjà du théâtre, c'est déjà pas mal. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on a obtenu les 900 000 francs que nous souhaitions. La loterie romande de Fribourg nous a aussi énormément aidés, elle a énormément augmenté ses subventions. Donc maintenant, on est à un budget de 1 250 000 et c'est une nouvelle ère qui commence. Le bon temps reviendra. Vous aurez encore 2 enfants pour vous fermer les yeux. Ne me tentez pas. Vous avez raison. J'ai bien besoin d'un peu de consolation. Je vais reprendre un peu plus haut. Moi, j'avais vraiment bien. D'où vient ce théâtre des os, le nom? Tout le monde nous le demande souvent, ça les intrigue. Alors c'est un lieu-dit. Quand j'ai rencontré Gisèle, elle habitait une ferme dans le canton de Fribourg qui s'appelait les Os. Pourquoi les Os? C'est parce que cette ferme a été construite sur un ancien cimetière mérovingien. Et quand les gens avaient fouillé, ils avaient trouvé des ossements. Et en patois fribourgeois, les ossements, ça se dit les josses. Et sur les cartes, ça a été francisé en les os. Alors c'était ça, c'était un lieu-dit, les os. Et quand on a décidé avec Gisèle d'essayer de lancer un théâtre à nous, on a cherché tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables pour notre théâtre, on ne trouvait rien, on n'arrivait pas. Puis on s'est dit finalement, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là que l'idée est née. C'est un beau mot. Graphiquement, c'est très chouette.
Et puis ça nous plaisait bien aussi de s'imaginer que le théâtre, c'était les os, quoi, la base de tout. S'il n'y avait pas les os dans le corps, ça ne tiendrait pas, je veux dire. Donc on a pris ces noms, les os, du lieu-dit où nous habitions à l'époque. Et ça veut dire les ossements, en fait. Tout ça, s'il n'y a pas tout à coup quelque chose de... On ne peut pas être un tout petit peu plus exubérant, je sais pas. Oui, quel joli couple ça ferait. Par contre, hein, chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on retrouve sans côté. Quel joli couple ça ferait. Yes. Qu'on me laisse... Non, non, non. Non. Qu'on me laisse mourir avec mon deuil autour de moi. Je crois que tout le monde connaît le roman de Thérèse Raquin, de Émile Zola, parce qu'on l'a lu quand on était à l'école, etc. Moi, ce que je ne savais pas du tout, c'est qu'il en avait fait une adaptation, lui-même, de Thérèse Raquin, pour le théâtre. Parce qu'Émile Zola était complètement passionné par le théâtre, il adorait ça. Et il a fait cette adaptation lui-même de Thérèse Raquin. Et moi, je ne le savais pas du tout. Gisèle voulait monter un mélodrame cette saison. Et puis, parce qu'elle n'avait jamais fait ça et que ça l'intéressait beaucoup. Alors, on a commencé à lire tous les mélos qu'on pouvait trouver, tout ça. Puis on ne trouvait pas. Il n'y a rien qui nous bottait vraiment. Et puis un jour, on a rencontré une amie, Agathe Alexis, qui est directrice du théâtre de Béthune. Et on lui a dit, c'est une encyclopédie vivante au niveau des pièces de théâtre. Tu connaîtrais pas un mélodrame sympa à monter, etc. Alors elle nous a cité quelques noms, etc. Puis elle a dit à un moment donné, vous connaissez Thérèse Raquin de Zola. Puis moi j'ai montré ma science, j'ai dit naturellement, je connais le roman. Elle a dit non, pas le roman, la pièce. Je ne savais même pas que Émile Zola avait écrit des pièces de théâtre, donc j'ai dit non, je ne connais pas. Gisèle a dit non, je ne connais pas. Eh bien, connaissez, faites connaissance. Alors on a cherché cette pièce, on l'a trouvée, on l'a lue, et on a beaucoup ri. Parce que pour lui, c'est pas un mélodrame, c'est un drame. C'est lui-même écrit sous le texte drame. Mais il y a des situations mélodramatiques, des phrases incroyables qui, effectivement, à notre époque, nous ont fait rire, quoi, mais vraiment beaucoup. Mais il y a quelque chose qui nous accrochait quand même. Donc on l'a mise de côté. Et puis Gisèle est revenue, on a continué à lire, on ne trouvait pas. Gisèle est revenue là-dessus, elle a fait lire aux gens du théâtre, à Anne, Marie-Claude, Jean-Christophe, comme on fait chaque fois qu'on choisit une pièce. Et tout le monde était vraiment enthousiaste de la pièce. Il trouvait que c'était vraiment une aventure magnifique. Alors Gisèle a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, etc. Puis je lui ai dit un jour à Gisèle, écoute Gisèle, avant de la mettre à la poubelle ou de la, je sais pas quoi, lisons-la à haute voix, toi et moi. Alors on s'est mise dans notre petite cuisine, puis on s'est passé un dimanche entier à lire la pièce, et à la fin de la lecture, on a dit, c'est ok, il faut la prendre, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui peut-être à notre époque peuvent faire sourire, mais c'est vraiment passionnant. C'est une pièce tout à fait passionnante, donc on a décidé de monter Thérèse Raquin. Et cet étranger que nous introduirions dans notre intérieur, toute ma vieillesse en serait troublée. Nous pourrions nous tromper, déranger le peu de paix qui nous reste. Non, qu'on me laisse mourir avec mon deuil autour de moi. Alors, dans la pièce de Thérèse Raquin, moi je joue Madame Raquin, la mère. Alors, au départ, cette femme est une femme bonne, petite bourgeoise, qui travaille dans une mercerie et qui est complètement vouée à son fils Camille, qui est un être malade et méchant et terrorisant. Mais elle l'adore. Et par un concours de circonstances, Madame Raquin va devenir quelqu'un, une vengeresse, quelqu'un parce que Camille a été tuée par sa femme Thérèse et par l'amant de sa femme Laurent. Et elle l'a appris par hasard, Madame Raquin. Elle a fait une crise d'apoplexie et elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus parler. C'est tout le dernier acte qui est passionnant à jouer parce qu'il n'y a pas un mot à dire. Et de ce personnage très bon, très doux, très calme au début, elle va devenir un bloc de haine
parce qu'elle veut venger son fils et qu'elle a en face, là sous ses yeux, elle ne peut rien faire, elle est paralysée, elle ne peut pas parler, etc. Et il n'y a que ses yeux qui parlent. Et ça, je dois dire que c'est, pour une comédienne en tout cas, c'est passionnant à faire. C'est comment arriver à faire passer ce qu'on a à l'intérieur de soi sans parler du tout. Donc, au départ, ouais, c'est l'évolution de ce personnage qui est vraiment vraiment tout à fait passionnant à faire, quoi. Et c'est un peu pour ça que je l'ai accepté aussi, c'est parce que c'est un grand défi, je trouve, que j'avais envie de tenir, de ne pas parler pendant 3/4 d'heure en scène, quoi. Et quand même arriver, je ne sais pas si ça dure 3/4 d'heure, mais d'arriver à juste à travers son regard, à faire passer ce qu'on doit faire passer. Donc, et puis si elle avait toujours été une femme haineuse, bon, on se serait dit, mais là, elle est sympa au départ, elle est bonne, elle fait attention, elle n'a jamais un mot plus haut que l'autre et tout, elle est même un peu soumise, je dirais, parce que son fils est terrorisant. Donc de ce personnage comme ça, très, très gentil, arriver à faire un personnage qui veut se venger, qui veut venger la mort de son fils, comment peut-elle faire en étant paralysée, en ne pouvant pas parler? C'est vrai, c'est un enjeu qui m'a beaucoup plu. On doit aller plus loin dans le fait qu'elle ait une lassitude, et puis je la trouve trop forte. Elle a trop de réactions, trop d'activité dans sa façon de résister. Ce qui fait que si elle avait encore, disons, une énergie et tout ça, elle prendrait des décisions d'un côté et de l'autre. Je pense que ça serait peut-être bien de voir que lui intervient au moment, disons, elle est perdue dans son chagrin. Elle ne sait pas. Enfin, tenez. Laurent! Lui? Oui. Quel joli couple ça ferait. Ma vieille amie, tel est le conseil que je vous donne, il faut les marier ensemble. Qui remplaça tout à fait Camille. En un mot, enfin, tenez. Voilà, c'est ça. Laurent. Oui. C'est ça que je pensais, non? Alors l'humour, ouais, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, c'est une volonté de Gisèle, surtout parce que moi j'ai des périodes où j'ai beaucoup d'humour, puis il y en a où j'en ai absolument pas du tout. Mais je crois que l'humour est très très important au théâtre, enfin dans un lieu où il y a des gens qui vivent ensemble, là, parce que là vraiment on vit ensemble, on travaille à 9h30 le matin, on mange à midi, on se quitte le soir, on joue, on fait toutes ces choses. Il faut qu'on reste, qu'on se prenne pas la tête, quoi. Il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on ait sur soi et sur les autres, ouais, de l'humour. Je crois que c'est vraiment tout à fait capital. Et c'est aussi grâce à ça, probablement, que quand il y a des jours plus difficiles, des périodes de sa vie plus difficiles, si on perd l'humour, on perd énormément de choses. Et on souffre beaucoup plus. Je crois que il y a des gens qui ont tout le temps d'humour sur soi. Moi, je n'ai pas tout le temps de l'humour sur moi. Il y a des tas de périodes où j'arrive plus à avoir de l'humour. Mais c'est vrai que quand on peut en avoir, quand on peut rire, quand on s'amuse entre nous, on s'envoie des vannes, mais c'est toujours tellement tendre. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple, beaucoup plus... Et puis surtout, on ne se prend pas la tête, quoi. On ne s'imagine pas être les vedettes qui sommes arrivés. Non, je crois que c'est très important, l'humour, vraiment très capital. Vous avez 100 fois cité l'article. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, mais pardon, c'est vous qui avez commencé à raconter l'accident, puisqu'on ne joue pas, il faut bien dire quelque chose. Oh, pardon.
C'est vous qui avez commencé à raconter l'accident. Ah, pardon, c'est vous qui avez commencé à raconter l'accident. Puisqu'on joue pas, il faut bien dire quelque chose. Vous avez 100 fois cité l'article de votre journal. C'est désagréable, vous comprenez? Maintenant, Madame Braquin en a encore pour un bon quart d'heure à pleurer. C'est vous qui avez commencé. Eh non, morbleu, c'est vous. Ah, pardon, dites tout de suite que je suis ridicule. Mais bons amis, ne vous disputez pas. Je vais être sage, je ne pleure plus. Ces conversations me soulagent. J'aime à parler de mon mal, et cela me rappelle ce que je vous dois à tous. Mon cher Laurent, donnez-moi votre main. Vous êtes fâché? Oui, contre moi qui n'ai pu vous les ramener tous les deux. Vous êtes mon enfant. Et je vous aime. Je prie tous les soirs pour vous, qui avez voulu sauver mon fils. Je demande au ciel de protéger votre chère existence. Il est atroce comme lorsque nous l'avons jeté à l'eau. Dieu juste. Ils ont tué mon enfant. Assassin. Zola, il s'est très vite manifesté contre ce mouvement. Il a été le chef de file de ce qu'on a appelé le naturalisme. Le naturalisme, c'est le contraire exact du romantisme, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est né avec Zola, si vous voulez, et qui a, lui, prôné l'analyse dans l'art à travers la science. La science, à l'époque, prenait des proportions extraordinaires. On a découvert des tas de choses à partir du 19e siècle. Et Zola a voulu, dans ses œuvres romanesques ou théâtrales, privilégier l'analyse à travers ce qu'il a appelé la science. Le canton de Fribourg est un canton, quand on est arrivé, où il n'y avait pas de théâtre professionnel du tout. Il n'y avait que du théâtre amateur. Et il y a une très forte envie, dans pratiquement tous les villages, de faire du théâtre amateur. Donc il y a une espèce de culture amateur du théâtre dans le canton de Fribourg. Mais il n'y a aucune culture professionnelle. Ils ne savaient pas ce que c'était, du tout. Et puis c'est très différent de faire du théâtre en amateur ou de faire du théâtre en professionnel. Et puis c'est un canton paysan. Et les gens, s'ils ont envie de faire du théâtre en amateur, ils ne vont pas forcément mettre les pieds dans un théâtre professionnel et ils n'ont pas ce qu'on appelle la culture théâtrale.
Et on s'est dit, avec Gisèle, quand on s'est installé à Givisiez, qu'il fallait que les enfants viennent au théâtre, mais pas qu'ils viennent dans notre théâtre pour voir du théâtre, qu'on n'aille pas dans les écoles pour leur jouer des pièces, ce qui se fait assez souvent. On voulait les déplacer chez nous. On voulait qu'ils viennent chez nous. On voulait qu'ils voient ce que c'est que ça soit dans une salle de théâtre. On voulait qu'ils s'imprègnent de cette atmosphère, pas qu'ils sortent de leur classe puis qu'ils aillent dans une aula. Et on a proposé ça aux profs en leur disant, si vous faites l'effort, vous, de venir avec vos élèves au Théâtre des Os, nous, on va vous donner un petit plus, si vous le considérez comme un petit plus, c'est que moi, je voulais absolument aller présenter les spectacles aux élèves pour que, de ce monde qu'ils ne connaissaient absolument pas, ils n'arrivent pas avec des idées préconçues en disant « oh, de toute façon, le théâtre, on va s'embêter, on va faire les fous, on va faire les machins ». Et la seule manière, pour moi, me semblait-il, d'essayer de créer un contact avant de jouer la pièce, c'était d'aller dans leur classe et de leur parler et d'essayer de leur transmettre ce que je sais de mon métier, puisque je le pratique depuis tellement d'années, et puis aussi de leur transmettre, de leur expliquer un petit peu les pièces qu'ils allaient voir pour qu'ils y comprennent quelque chose et qu'ils ne soient pas juste en train de se dire on n'y comprend rien, alors au mieux on dort, ou bien on fait les fous. Et les professeurs, les directeurs des écoles, les professeurs ont vraiment été enthousiastes de cette proposition et ça fait des années que je fais ça. Je l'ai mis sur pied vraiment quand j'étais directrice du Théâtre des Os. Ma vieille amie, je suis un peu brutal. Que me conseillez-vous? Si nous pouvions la sauver. Il faut marier Thérèse. La marier? Oh, vous êtes cruel. Je croirais perdre mon pauvre Camille une seconde fois. Dame, je ne fais pas du sentiment. Je suis un médecin, si vous voulez. Non, c'est impossible. Vous voyez ces larmes. Elle repousserait une pareille pensée avec indignation. Mon fils n'est pas oublié. Vous me feriez douter de votre délicatesse, Michaud. Thérèse ne peut se remarier avec Camille dans le cœur. Ce serait une profanation. Si vous dites de grands mots... Moi, je vois en tout cas la différence d'une classe que j'ai préparée ou pas. Il y a une écoute qui est autre, quoi. Ça ne veut pas dire que les autres classes n'écoutent pas, mais il y a une compréhension différente. Il y a une approche de la pièce, il y a une approche de la mise en scène et tout. Ils sont plus sensibles à certaines choses et c'est palpable quand on joue. C'est palpable, c'est extraordinaire. Donc c'est ça un petit peu mon travail dans les écoles. C'est ouais. Et puis l'année passée, pour la première fois, ça a été une récompense extraordinaire. Il y a une mère de famille, toute jeune, qui est venue vers nous, un petit bébé là, qui a dit « Moi, je suis une ancienne élève et je reviens vous voir ». Alors c'est génial, c'est parce que ça a donné envie à... C'est ça aussi, on se dit dans ce canton, qui est un canton... on se dit que si on n'allait pas dans les écoles, c'est ce qu'on s'était dit aussi, il y a peut-être des élèves qui n'iraient jamais au théâtre. Jamais, jamais, jamais de leur vie. Alors peut-être qu'ils n'iront qu'une fois, parce que l'école leur impose, mais peut-être, comme cette jeune femme qui est revenue avec son petit garçon nous dire, eh ben, pour la première fois, je reviens, je suis une ancienne élève, et c'est grâce à vous que j'ai connu le théâtre. Ça, c'est une sacrée récompense, c'est merveilleux. Milano, 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 Milano. Tu sais, maman, j'ai promis à Thérèse qu'on allait passer un dimanche à Saint-Ouen. On ne peut pas marcher que je la fatigue, enfin. J'ai pensé que nous ferions peut-être aller dimanche à Saint-Ouen et dans le Laurent. C'est juste avant le spectacle, enfin pas juste avant. Moi, j'ai toujours besoin d'une heure à être sur le plateau avant, pour me concentrer, pour me détendre, pour redire le texte entièrement, toute la pièce, le filet en italienne, comme on appelle ça, c'est-à-dire le filet pour soi, juste pour la mémoire. Et puis je fais quelques petits exercices physiques, après je me détends sur le lit, en l'occurrence, puisqu'il y a un lit dans le décor. Et puis c'est une préparation, une concentration.
Je n'aime pas avoir le trac, et, parce que je trouve que je ne suis pas apte à jouer aussi bien si j'ai le trac. Donc j'ai besoin de cette heure de détente. Après avoir été maquillée dans la loge, je descends sur le plateau et je suis en général toujours 1 heure avant, quoi. Et puis après, les autres acteurs arrivent et puis là, dans ce spectacle, ça se passe pas dans tous les spectacles, mais là, dans ce spectacle, les jeunes acteurs viennent 10 minutes avant que ça débute et puis eh bien, on traîne sur le plateau, on se concentre chacun de son côté, et puis au moment où ça va commencer, eh bien, on se serre dans nos bras, on se congratule, on est très tendres les uns vis-à-vis des autres, parce que c'est une équipe qui, dans ce spectacle en tout cas, on a un très grand respect, un très grand amour les uns pour les autres, une immense tendresse. Et puis on a besoin de se la manifester, ça nous donne envie de jouer. Et puis on se dit toi, 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 merde, 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 et puis on se souhaite un bon voyage, et puis on commence. Mais non, monsieur Grivet, on n'entre pas dans la chambre de la mariée, c'est inconvenant ce que vous faites là. Chut, tais-toi donc, c'est une farce, hein. Vous avez de beaux galortés, monsieur Grivet. Oh, certainement, depuis ce matin, dans la poche de mon habit, ça m'amène beaucoup, je n'ai à l'église et au restaurant. Allons, messieurs, vous ne pouvez assister à la toilette de la mariée. Oh, la toilette de la mariée. Chère dame, quelle charmante chose. Si vous aviez besoin de nous pour les... Ce qui a déclenché cette passion du théâtre, c'est affreux à dire, moi ça m'amuse, c'est le hasard pur. C'est pas le hasard, c'est que j'étais une enfant quand j'étais adolescente, mais vraiment terrible, quoi. Je n'arrêtais pas de faire la foire, je partais dans les parcs m'amuser comme une folle avec mes copains, je me battais tout le temps, à l'école j'étais insupportable. Et puis j'avais une branche où j'étais très bonne, enfin j'avais 3 branches qui étaient très bonnes, c'était l'histoire, je suis une passionnée d'histoire, c'était la littérature, les dissertations, les machins, et puis la lecture, et je disais des poèmes comme ça, remarquablement. Puis ma mère, qui était institutrice, j'étais dans la même école qu'elle, pas dans sa classe, mais dans la même école. Elle parlait avec ses collègues de moi. Alors du fait que j'étais insupportable, elle le savait, puisqu'elle avait à me supporter toute la journée à la maison. Et puis elle a appris que je disais très bien ses poèmes et que j'entrais dedans, etc. Bon, alors un jour, mes parents étaient des gens qui ont essayé de donner à leurs enfants, de trouver des hobbies. Donc j'avais mon frère Jean qui faisait il était un musicien né. J'avais Daniel l'aîné qui avait une voix absolument extraordinaire, qui a fait du chant. Chantal, elle s'est lancée dans la peinture et dans la sculpture. Alain, lui, il touchait un peu à tout, donc il a fait plusieurs choses artistiques. Et puis moi, ma mère, vers 15 ans, elle m'a dit, écoute Véronique, ça va bien de continuer à aller faire le wapi. Le wapi, c'est genevois, c'est-à-dire le sauvage, au parc avec tes copains, de ne pas faire tes devoirs et tout ça. Mais il faudrait élever un petit peu le niveau. Donc, si tu prenais des cours de diction. Puis j'ai dit, j'en ai pas question. Moi, je veux pas parce que j'ai une copine à l'école qui prend des cours de diction, puis elle parle comme ça. Elle fait tout comme ça, elle parle comme ça. Moi, je veux pas parler comme ça. Puis elle me dit, imaginez que j'avais 15 ans. Donc. Puis elle me dit, écoute, essaie. Je ne te force pas. Si ça te plaît pas, tu arrêteras, mais essaie. Vous êtes trop farce, positivement. Elle est bien réussie, celle-là. Et puis je suis tombée chez Germaine Tournier. C'était au conservatoire de musique, pas le conservatoire national, le conservatoire de musique qui était un plus petit conservatoire qui coûtait moins cher. Et cette Germaine Tournier, elle m'a vu arriver, la grande gigasse, j'étais maigre comme un clou, puis je faisais déjà 1m75 je crois. Et elle m'a pris comme j'étais, en fait. Elle n'a pas rien essayé de changer en moi, rien essayé de calmer, rien essayé de canaliser. Et puis moi, je suis tombée en amour avec cette Germaine Tournier. Et puis j'ai travaillé 3 ans avec elle. Puis à partir de ce moment-là, c'était parti, quoi. Et puis j'ai passé le concours de fin d'études de ce conservatoire de musique. Et puis il y avait dans le jury Gérard Carat. Et il est allé voir mes parents, puis il a dit à mes parents, écoutez, il faut que votre fille continue, quoi. Mais il faut qu'elle parte à Paris. Ici, c'est pas. Il faut qu'elle aille se heurter à des choses plus. Il faut qu'elle entre dans une grande école, quoi.
Et puis c'est là que mes parents m'ont dit, écoute, nous, il n'y a pas de problème, mais il faut juste te débrouiller pour avoir un peu de sous, parce que nous, on n'en a pas. Et puis que tu aies 20 ans, parce qu'on ne veut plus, si tu fais des bêtises, on ne veut pas les assumer, tu t'assumeras toi-même. Donc c'est là que j'ai arrêté mes études, et machin, quoi. Mais si j'avais pas eu une mère un peu attentive, qui voulait pas que je continue à faire la folache partout, et si elle n'avait pas su que, je pense que j'aurais peut-être pas fait de théâtre. J'avais un rêve, je voulais devenir médecin, mais j'étais beaucoup trop paresseuse pour faire des études aussi poussées. Donc, ça tombait bien, quoi. Ça veut dire que quand on est artiste, on est paresseux. Non, c'est pas vrai. Il faut beaucoup, beaucoup travailler. Mais enfin, voilà, grâce à maman, en fait, j'ai trouvé quelque chose qui m'a convenu complètement. Mais j'avais pas la flamme, machin, intérieure, déjà dans le ventre de ma mère. Je savais que je voulais être actrice ou je sais pas quoi. Ce genre de truc. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est simplement que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a complètement comprise et qui a été chercher en moi ce qui a fait que je suis devenue une comédienne, quoi. Germaine Tournier, grande dame. Paix à son âme, elle est morte maintenant, mais c'était une femme remarquable, vraiment. J'ai grande amour pour elle. Ne nous en voudrez pas trop, chère dame. Mais voyons, chère amie, une nuit de noces. Et ne revenez plus surtout. Il n'y a que le mari qui a le droit de venir, et encore lorsque nous le lui permettrons. Puis bon, j'ai fait mes études. Alors je vous dis, j'ai quitté 6 mois avant la maturité, puis après pour partir à Paris. Je suis partie à Paris, j'ai réussi à rentrer au Conservatoire national d'art dramatique. J'ai obtenu une bourse de la ville de Genève. Je suis restée 3 ans au conservatoire, j'ai fait les études pendant 3 ans. Pendant 3 ans, la ville de Genève a renouvelé cette bourse. C'était très important parce que mes parents n'étaient pas des gens riches, donc c'était pour eux difficile de m'entretenir, ils n'auraient pas pu le faire, donc c'était très bien que j'aie cette bourse. Et puis je suis tombée naturellement, je suis arrivée en octobre 67 à Paris et je suis une vieille 68 sur le retour, quoi. C'était formidable. On a vécu vraiment mai 68, j'avais 21 ans et ça a été pour moi une période absolument incroyable, quoi. C'était fou. C'était un moment extraordinaire où tout à coup on avait l'impression à cette époque-là que des gens de mon âge pouvaient tout à coup prendre la parole. Alors moi personnellement j'étais pas quelqu'un qui n'avait pas eu la parole parce qu'avec mes parents, comme je l'ai dit, on parlait beaucoup de tout, etc. Mais j'étais dans une génération où il y avait des tas de tabous encore, surtout sexuels, et puis où on n'avait pas tellement de choses à dire, etc. Puis là tout à coup on a commencé à parler. Et c'est vrai que pendant un mois, en mai 68, on a passé nos nuits et nos jours et nos nuits et nos jours à parler, à refaire le monde. On n'a pas réussi à le refaire, malheureusement. Quand on voit ce qu'il donne actuellement, ben voilà. Mais c'était un moment tout à fait d'utopie pure et d'effervescence à tous les niveaux. C'était un moment tout à fait passionnant. Non, non, qu'on me laisse mourir avec mon deuil autour de moi. Sans doute. Il faudrait chercher un brave cœur, qui fut à la fois un bon mari pour Thérèse et un bon fils pour vous, qui remplaça tout à fait Camille. En un mot, enfin tenez, Laurent. Lui? Oui. Quel joli couple ça ferait. Ma vieille amie, tel est le conseil que je vous donne, il faut les marier ensemble. Michaud! J'étais sûr que vous alliez vous récrier. Je suis restée encore 2 ans et demi à Paris avec des amis du conservatoire. On avait envie J'ai toujours rêvé de créer une troupe. J'avais déjà ce rêve-là quand j'avais 20 ans. Et avec mes amis, on était 5, on a essayé de faire ça, de partir les 5 sur les routes parisiennes et françaises. Et puis ça a été la galère financièrement, c'était vraiment, on était exsangues, mais on a créé des spectacles magnifiques, mais on ne gagnait pas un rond. Et il y a un enfant qui est né au milieu de ça. Alors évidemment, les parents ont dit, nous, on ne peut pas vivre financièrement avec un enfant comme ça, donc ils ont parti. Puis ça, la chose s'est défaite parce qu'à 3, ça n'a plus tenu. Je viens faire un bout de causette avec cette chère Madame Raquin. Mais vous alliez vous mettre à table, je ne vous dérange pas? Nullement.
c'est que nous nous entendons si bien tous les deux, n'est-ce pas? Alors vous devriez bien me dire ce qu'elle veut, à me regarder toujours fixement. Mais attendez, je lis dans ses yeux comme dans un livre. Là, causons ainsi que deux bons amis. Vous voulez demander quelque chose à Monsieur Michaud? Non, n'est-ce pas? Mais rien du tout. C'est bien ce que je pensais, vous donner une importance, elle n'a pas besoin de vous. Vous l'entendez? C'est à moi qu'elle s'adresse. Je passais des auditions à Paris et puis j'étais mal à l'aise. Et puis une dernière audition que j'ai passée, c'était fait, je m'en souviendrai toujours, le gars qui me reçoit, il me regarde les seins, il me regarde le sexe. Je dis, bon, déjà, c'est déjà pas mal. Et puis il me dit, première chose, je me présente et tout, puis il me dit, vous êtes pour Phèdre? Je dis, ouais, je viens pour Phèdre. Il me dit, ouais, vous êtes grande, vous êtes une voix grave, c'est super, etc. Alors, vous voyez, il y a un banc là, alors vous allez vous mettre nu et puis me jouer Phèdre nue. Alors j'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, parce que moi, pour moi, Phèdre, elle est nue, quoi. Alors j'ai dit, oh, monsieur. Puis je suis partie. Puis, je me suis retrouvée encore une autre fois à la télévision. On était 150 à 200, on passait. J'avais vraiment l'impression qu'on était un peu comme du bétail. Puis je me suis dit, si je dois faire ça tout le temps à Paris, je suis pas faite pour ça, quoi. Il n'y a pas de... Moi, il faut que je rencontre les gens, que je leur parle, il faut que... Je sais pas, j'avais un autre besoin, j'étais pas... Alors, je suis rentrée en Suisse. Et puis en Suisse, j'ai commencé à travailler. Le premier spectacle que j'ai fait, c'était avec Catherine Egère, Les Bonnes, de Jean Genet, au Théâtre de Poche. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu une chance... du talent, je sais pas quoi, mais j'ai jamais chômé. Donc j'ai réussi à vivre de mon métier sans avoir besoin de faire autre chose. Voyez donc! Quoi? Voyez donc, elle a remis les doigts! Puis j'ai eu cette chance inouïe au Théâtre des Auges de pouvoir jouer Diotime et les Lions de Henri Beauchot. Ça, c'est Gisèle qui me l'a mis dans les mains. Tout à fait par hasard aussi. On avait accueilli des auteurs au théâtre et puis pour remercier de cet accueil, on nous a offert l'œuvre de Henri Beauchot. Et par hasard, Gisèle est partie au Québec ce jour. Puis dans l'avion, elle avait pris ses bouquins qu'on lui avait donnés et elle a lu le résumé derrière le livre de Édipe sur la route de Henri Beauchot. Puis elle a dit, oh, ça m'intéresse ce bouquin. Et elle l'a dévoré. C'est une de ses passions, c'est ce Édipe sur la route. Et puis après, elle a décidé de rencontrer cet homme, qui est un très vieux monsieur, et passé 80 ans, et puis elle a dit, je veux connaître votre œuvre, faites-la moi parvenir, etc. Ils ont eu des conversations, ils sont devenus des amis. Et puis elle a reçu ce Diotime et les Lions, qui est un petit bouquin comme ça, qui est un roman en fait, et tout, qui n'était pas du tout destiné au théâtre d'abord. Et puis Gisèle est tombée en amour là-dedans, puis elle m'a dit, écoute, là-dessus, puis elle m'a dit, écoute, lis-le, et puis si ça te plaît, moi j'aimerais bien le monter, quoi. Tel que. C'est un monologue, tu fais tout, c'est 1h 3/4 de spectacle, et puis c'est... Ouais. C'est une des plus belles choses que j'ai interprétées, je pense, pour moi personnellement, pour mon parcours intérieur, pour ce que j'ai trouvé dans ce texte. On a fait un spectacle magnifique. Jean-Claude de Bemels avait fait le décor, qui était un décor remarquable. Et j'ai eu le prix d'interprétation au festival Acteur-Acteur à Tours avec ce spectacle. Alors à nous, elle a fait un effort surhumain, c'est le châtiment. Alors dans ce parcours heureux, en fait, je dirais que j'ai eu 3 rencontres primordiales. Ça a été Germaine Tournier, la première. Après, ça a été Gisèle, donc avec laquelle j'ai créé le Théâtre des Os. Et puis dans ce parcours, j'ai rencontré une 3e personne qui était Benoît Besson, à la Comédie, quand il est devenu directeur de la Comédie. On est allé le rencontrer avec Gisèle, on était justement dans une période du Théâtre des Os où c'était la première période des Os, complètement raide, complètement lessivée.
Gisèle avait un besoin absolu de travailler la mise en scène parce qu'elle avait des manques, elle rencontrait des manques par rapport à elle-même. Et puis Benno Besson a été nommé, et on s'est dit, ben voilà, on va arrêter le Théâtre des Os pendant quelques temps. Moi, je vais essayer d'entrer chez lui comme comédienne, et puis toi, elle voulait proposer l'assistanat de la mise en scène. Et puis, on s'est rencontrés, et il nous a pris, comme on le souhaitait. C'est-à-dire, moi, j'ai été comme comédienne, et Gisèle comme assistante de Benno Besson. Et c'est une aventure qui a duré 3 ans, et j'ai joué l'Oiseau Vert, cet extraordinaire spectacle qu'on a tourné un peu partout dans le monde, quoi. C'était une tournée incroyable, fantastique. Puis après, j'ai joué Hamlet et puis Le Médecin malgré lui. J'ai fait 3 spectacles. Gisèle a été assistante sur les 3 spectacles. Et ce qui a été avec Besson, au début, ça a été très conflictuel entre lui et moi. Parce que j'ai peut-être quelque chose qu'on considère comme prétentieux, j'en sais rien, mais il y a une espèce de chose dans la profession en Suisse romande où les gens sont d'une telle modestie et d'une telle, je sais pas quoi, mais mal placés, que on n'a jamais l'impression, enfin, peut-être que ça a changé maintenant, mais à l'époque, en tout cas, moi j'avais toujours l'impression que si j'arrivais en disant « je peux vous apporter quelque chose », parce que j'ai du talent, parce que je suis la personne que je suis, j'avais toujours l'impression que j'étais une tarée, quoi, de dire ça. Et j'en étais convaincue. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout quelqu'un de prétentieux, mais je sais que j'ai un talent, et puis je sais à quel niveau il est. Alors je sais que j'ai beaucoup à apprendre, mais je sais que je peux apporter aussi des choses à des gens. Et j'ai toujours le désir d'avoir un partenaire, un échange, un partage de choses. Et puis je suis arrivée chez Besson, puis il n'en avait rien à faire de ça. Ou je l'ai mal exprimé, ou je ne sais pas quoi, mais ça s'est pas bien passé. Et puis il m'a pris un peu comme tête de turc. Et dans le spectacle de l'Oiseau Vert, au début, c'était épouvantable, parce que il avait une manière de travailler aussi à l'époque, où c'était surtout beaucoup sur l'intonation. Et moi, ça, je suis incapable de faire, je ne sais pas. Si on ne me dit pas quelque chose qui correspond et qui vibre à l'intérieur de moi, alors je donne un exemple tout bête, va au marché acheter des fleurs. Moi, je le dis, va au marché acheter des fleurs. Et puis Benno Besson disait, non, va au marché acheter des fleurs. Je leur disais, va au marché acheter des fleurs. Non, va au marché acheter des fleurs. Alors, on répétait comme ça, l'intonation. J'essayais désespérément de comprendre. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je les avais ici. Mais j'arrivais à refaire le son qu'ils me demandaient, mais naturellement, le lendemain, je ne savais plus rien. Et je me suis retrouvée dans l'état où je me suis dit, je ne sais pas mon métier. Je suis une amateur de merde, d'ailleurs, il me l'a dit un jour, vous êtes au niveau des amateurs. Donc, en plus, j'étais vexée, comme un pouce, c'est épouvantable. Et puis, je me suis complètement braquée, mais vraiment violemment braquée, jusqu'au jour où je suis rentrée chez moi, puis je me suis fait, je sais pas quoi, du pain, etc. Et je me suis pratiquement arraché le doigt en coupant le pain. Ça, comme acte manqué, c'était trop joli, quoi. J'ai dû aller à l'hôpital, on a dû me recoudre, machin, tout ça, je pissais le sang, j'avais atteint une artère, la rage à l'intérieur, quoi. Et puis Gisèle a vu ça, elle m'a dit, t'arrêtes ton cirque maintenant. Ça va plus cette histoire, va parler à Benno. Et j'avais peur de lui. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup appris. C'est qu'il m'impressionnait énormément. Et que j'ai pas osé l'affronter. J'aurais dû tout de suite aller lui dire, je comprends pas ce qu'on fait, parce que c'était quelqu'un qui était tout à fait ouvert. Mais comme je m'étais fermée, lui, il a continué son jeu, quoi. Et puis, alors je me suis retrouvée avec un bandage, machin, tout le truc, etc. Puis, je viens de lui dire ce qui s'est passé, puis il me regarde, puis il me dit, ah ah, vous avez lu le livre du Ça de Grodek? J'ai dit non, mais lisez, vous comprendrez quelque chose sur vous. Bon. Alors, enfin, c'était très très comme ça, jusqu'au jour où je suis allée vers lui, puis j'ai dit, je n'arrive plus, Benno, à travailler comme ça, je suis très malheureuse. Alors il m'a regardé en souriant, et depuis, il m'a foutu une paire royale. Donc, j'ai énormément aussi appris à ce contact-là de Benno, parce que j'étais peut-être un peu immodeste dans mon rapport avec lui, alors que je ne voulais pas l'être du tout, mais il a dû le sentir comme ça, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et puis, il m'a donné une bonne leçon
que j'ai bien comprise. Et puis après, il y a eu ce spectacle magnifique de l'Oiseau Vert où ça a été un succès magnifique. Donc là aussi, j'ai été, comme comédienne, j'ai été comblée. Mais au début, ça a été vraiment dur quand j'ai ramé. Des fois, on me demande, mais pourquoi n'es-tu pas repartie à l'étranger? Je crois que j'en ai jamais eu envie, en fait, de repartir à l'étranger. Parce que j'avais tellement à faire ici, puis c'était tellement passionnant, ce travail, que... Pourquoi aller à l'étranger? J'ai pas dans mon cœur, dans ma tête, ou je sais pas quoi, un besoin absolument de reconnaissance internationale, mondiale, machin. J'ai pas ce rêve-là en tant qu'artiste. Mon métier, c'est de travailler, de jouer, d'avoir un public. Et si je n'ai pas de notoriété internationale, c'est pas grave. Le fait que nous ne soyons pas dans l'Europe, la Suisse, crée certaines difficultés, parfois. De pouvoir échanger maintenant avec les... De partir, échanger c'est plus facile, mais de partir parce que le franc suisse est extrêmement élevé, les prix des spectacles sont coûteux pour la Belgique ou la France ou le Québec, je veux dire, ça coûte très cher à un théâtre par exemple d'aller au Québec, de traverser la mer et de se retrouver là-bas, ça coûte vraiment, c'est extrêmement cher. Et les pays où on est invité ne peuvent pas nous payer tout ça. Donc il faut qu'on ait des subventions par rapport au Helvetia, il faut que le théâtre fasse ses fonds de tiroir. C'est très compliqué de s'en aller, quoi. Je dirais que c'est quelque part aussi très important pour le théâtre suisse de pouvoir s'exporter. C'est pas une question de qualité. Je pense qu'on a aussi bien en spectacle en Suisse qu'en France. Mais il y a un problème de fric, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est difficile. Puis bon, chez nous, il n'y a pas de vedettariat. Les très bons acteurs suisses ne sont pas connus. Des fois même, ils ne sont même pas connus des autres cantons. Ça, c'est un petit peu l'étroitesse d'esprit de notre pays, mais bon. Tu quittes Genève, tu n'existes plus. Tu quittes Lausanne, tu n'existes plus. Tu te retrouves à Fribourg, alors là... parmi les vaches et la beuse, alors évidemment, on ne sait plus qui tu es, quoi. C'est un tout petit peu schématique ce que je dis là, mais alors, bon, donc on est aussi un tout petit peu, le théâtre suisse est un tout petit peu aussi confronté à ce grand voisin de la France. On en souffre beaucoup, je pense. Des grosses vedettes françaises, c'est très significatif, en tout cas en télévision, où des bons acteurs suisses n'auront jamais de grand rôle à la télévision, sauf s'ils vont, eux, à Paris et qu'ils s'installent là-bas. Alors là, c'est toute notre histoire. Mais s'ils veulent rester dans leur pays et faire du travail et être un bon acteur ici, c'est à peu près certain qu'on a, si on a 2 jours de tournage ou 3 jours de tournage, c'est le bout du monde, quoi. Et puis le théâtre suisse, ouais, il faut aussi qu'il... Je m'excuse, je vais pas employer une expression, mais je la trouve très imagée et très juste, qu'ils sortent un peu les pouces du cul, parce que j'ai l'impression on s'endort un peu, et qu'on est un tout petit peu... je sais pas, il faut... En ce moment, j'ai un mauvais feeling avec le théâtre roman. J'ai l'impression qu'il est en danger, qu'il est menacé, qu'il y a quelque chose qui est en train de nous tirer vers le bas, et je crois qu'il faut qu'on... Je sais pas comment, hein, je suis pas... Mais j'ai une espèce d'analyse comme ça, de sensation où... Ouais, on est un peu en perdition, je dirais. C'est peut-être le théâtre en soi, qui est un art quand même qui reste archaïque. J'étais dans les écoles l'autre jour, et puis il y a des gamins qui avaient une idée complètement préconçue, qui disaient « Ah, on va aller s'emmerder pendant 2h30 à voir Raquin, est-ce qu'on est obligé, monsieur le prof, tout ?» Et puis je leur ai posé la question, de leur dire « Mais pourquoi vous avez ces idées préconçues? Qu'est-ce qui fait que le théâtre est un art que vous n'aimez pas? Est-ce que vous êtes déjà allé voir des spectacles? » Non. J'ai dit « Donc vous n'avez rien vu, donc, mais vous avez une idée négative du théâtre, pourquoi ?» Alors il y a de moultes raisons. Naturellement, il n'y a pas d'effets spéciaux, ça c'est la première truc qui sort. Ensuite c'est du classique, on s'emmerde. Je dis « Oui, mais alors vous allez voir les pièces modernes. » Non, on n'y va pas parce qu'on ne connaît pas. Donc en fait, ils ne savent pas très bien pourquoi. Et puis il y a aussi une chose qui sort, et ça c'est vraiment incroyable, parce que je pensais qu'on avait dépassé ça, c'est élitaire. Le théâtre reste un art élitaire. Alors s'il n'y a plus les jeunes qui vont au théâtre, c'est clair qu'il n'y aura plus de public. Donc comment attirer le public, comment faire, enfin, toutes ces questions qui
qui dépendent de nous aussi, les artistes. Comment on est capable d'aller avec le théâtre vers le public et de le faire venir, quoi. Est-ce que c'est parce qu'on est menacé dans le monde? Alors on dit que le théâtre, Jean-Louis Barrault disait, le théâtre c'est l'art de l'homme. C'est l'image parfaite d'une société. Alors oui, le théâtre est menacé, peut-être parce que le monde entier est menacé. Je ne sais pas. Je commençais à écrire sur cette table votre acte d'accusation, mais je me suis arrêté. J'ai pensé que la justice humaine serait trop prompte. Et je veux assister à votre lente expiation, ici, dans cette chambre, où vous m'avez pris tout mon bonheur. J'ai l'impression que... Enfin, moi, je me sens un peu perdue dans ce monde, je dois dire, où j'ai l'impression qu'on ne domine plus rien, que l'homme est une espèce de jouet, enfin, l'être humain est devenu une espèce de jouet entre des gens politiciens qui sont des cow-boys et qui veulent aller faire la guerre n'importe où, entre des terroristes qu'on nomme terroristes, mais qui sont les plus terroristes, j'en sais rien. On se retrouve avec des gens qui manipulent l'argent, qui jouent avec notre fric. On voit les assurances qui périclitent parce que, bon, ils ont mal placé leur pognon, ils perdent tout. Donc les pauvres petits que nous, on doit payer, puis voilà, on se retrouve en se disant, tiens, on n'a plus d'assurance, ou bien... Enfin bref, le fric, le pognon, le jeu de l'argent, qui nous dépasse complètement, enfin moi qui me dépasse complètement parce que ça ne m'intéresse pas. Les maladies terribles qui déciment des populations entières, le sida. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ces guerres partout en Afrique, il y a la faim, il y a la misère, il y a l'Argentine qui craque complètement financièrement. Enfin, alors on se dit, on va où? C'est quoi? Puis j'ai l'impression que peut-être, est-ce que plus qu'avant, j'en sais rien, ou bien alors c'est parce que je vieillis et puis que... Mais j'ai vraiment l'impression que l'être humain est entré dans une phase où il est complètement manipulé. Non, je ne vous sauverai pas de vous-même. Je laisserai les remords vous heurter l'un contre l'autre comme des bêtes affolées! Non, je ne vous livrerai pas à la justice. Vous êtes à moi seul. Et je vous garde. L'impunité est trop lourde. Nous nous jugeons et nous nous condamnons.